Et quand on sort avec un diplôme d'État, Mhm. il nous manque beaucoup de choses encore, beaucoup de chemin. Et c'est important de toujours se former, même pour nous, pour donner plus de sens à ce qu'on fait, je pense. Est-ce que tu veux seulement voir un chiffre sur ta balance ou est-ce que tu veux vraiment être en bonne santé et heureux? Et c'est ça aussi, il faut des fois essayer de faire redéfinir un objectif à la personne. On peut pas le définir nous pour elle, mais il faut elle qu'elle arrive à se remettre en question pour le redéfinir. Oui, ça marche parce que c'est ce qu'ils t'ont promis. Mais est-ce qu'ils t'ont promis une santé? Est-ce qu'ils t'ont promis que dans 10 ans, tu serais toujours en bonne santé, que tu aurais toujours ces kilos en moins? Est-ce qu'ils t'ont promis que tu serais une machine de guerre avec ça à la salle? Et ça, je n'entends pas la pub, hein. J'entends plein de choses, mais je n'entends pas ça. Ok Claudia, on est live, bienvenue sur le podcast. Merci, Comment tu très vas? heureuse d'être là. Ouais, ben super, ça va, écoute, hein, pour l'instant, on est bien dans le sud de la France, ça va. Petite restriction, mais ça va. T'es On où est cool. exactement dans le sud? Je suis à côté de Cannes, moi. À côté de Cannes, ok. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je suis Claudia, je suis coach sportif depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Je suis une ancienne sportive de haut niveau dans le football. Mhm. Je suis diplômée et passionnée des sciences de l'entraînement et de la nutrition et bientôt certifiée en neurosciences, donc dans le coaching mental. Ouais. Euh, j'ai une chaîne YouTube, un compte Instagram où je vais beaucoup à l'encontre d'idées reçues, donc autant dans l'entraînement que dans la nutrition. Mhm. Beaucoup dans la nutrition, c'est vrai, parce que c'est aussi ce qui intéresse le plus de personnes. Mhm. Donc, je casse beaucoup de mythes, etc. J'essaie de simplifier un peu les choses, d'aller à l'encontre de tout ce qu'on peut entendre. Et c'est ce qui fonctionne plutôt bien. J'ai créé des programmes, j'ai Mhm. créé des formations, donc une sur les troubles du comportement alimentaire, une plus sur la conscience alimentaire. Euh, donc voilà mon activité. Après, j'ai des coachings en présentiel dans le privé. Ok, super. Je veux parler un petit peu de ton expérience en foot. Ça a Ouais. commencé à quel âge? Ça a duré combien de temps? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, le foot, j'ai commencé tard, enfin tard pour moi parce que j'ai saoulé pendant des années mes parents pour qu'ils m'inscrivent. J'ai dû commencer, j'avais 11 ans. Mais en fait, je jouais à longueur de journée depuis bien plus d'années que ça. Je pense depuis que je savais marcher. Mhm. Mais bon, ils ont fini par céder parce que c'est vrai que ça se faisait pas beaucoup à l'époque, les filles qui jouaient au foot. On C'est disait, ben, clair. déjà, ils se demandaient, mais est-ce qu'on va t'accepter, tu vois? C'est fou aujourd'hui de dire ça, mais est-ce qu'ils vont vouloir? Mhm. Mais bon, ils n'étaient pas trop chauds, ils pensaient que ça allait me passer, tout ça. Mais bon, à force de casser des trucs dans la maison avec le ballon, ils ont accepté, accepté de me mettre dans un club pour casser d'autres choses. Et du coup, ouais, du coup, on s'est rendu compte que j'avais pas que j'avais des facilités, mais bon, qu'à force de jouer, j'avais développé quand même des automatismes, des choses où j'étais à l'aise. Les Mhm. entraîneurs ont été surpris et m'ont dit bon, on l'apprend, il n'y a pas de souci, etc. Donc j'ai joué 2, 3 ans dans mon petit club à côté de Perpignan. Et j'ai été repérée par Montpellier pour partir en centre de formation et jouer à haut niveau. Et C'était à là, quel j'ai joué âge pendant ça? 6 ans. Je suis partie à 13 ans chez mes parents. Ok. Tu, Ouais. tu peux parler un petit peu de la vie d'une adolescente de sport de haut niveau? Ça se passe comment? Déjà, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre, donc on se dit, bon, bah, écoute, de toute façon, je sais que tous les jours, je vais jouer au foot. Que quoi qu'il Mhm. arrive, tous les jours, je vais finir les cours à 16 heures et je vais aller jouer au foot. Donc déjà, tu te sens privilégiée, tu te sens chanceuse, donc tu te dis, bon, bah, même si ça ne va pas, je sais que tous les jours, tu auras ton bonheur, tu auras le foot. Donc Mhm. moi, c'est plus ça, c'était la carotte, hein, parce que bon, j'étais en famille d'accueil, je ne savais pas sur quelle personne j'allais tomber, tout ça. Bon, ça s'est super bien passé, j'ai été superbement accueillie. Mhm. Et donc après, ouais, donc après, tu prends le rythme, hein, puis tu as le groupe, tu t'intègres, tu n'es pas la seule qui est nouvelle, donc on s'intègre tous, il y a une bonne ambiance, tout ça. Donc l'adolescence, ça s'est plutôt bien passé. Puis plus tu prends en âge et plus il faut être rigoureux, donc autant dans le football qu'à l'école, parce que Mhm. forcément, c'est un truc très important pour eux. On est en centre de formation, mais on est très suivi à l'école aussi. Donc, il faut qu'on ait notre brevet au collège, il faudra qu'on ait notre bac au lycée. Si on a des mauvaises notes, ben, on peut être sanctionné sur le foot. Mhm. Donc, automatiquement, plus on grimpe en âge et plus il y a de la rigueur à installer. Et de la rigueur, ouais, dans tout, dans la performance et dans le mode de vie, dans tout ça. Donc, voilà ce que je peux te dire sur ça. Est-ce qu'il y a eu des éléments particuliers ou des moments dans le temps où tu as eu peut-être un petit peu plus de difficultés que d'autres? J'ai eu plus de difficultés dans le sport ou dans le foot, En tant qu'athlète de haut niveau, dans un cadre comme ça, loin de la maison, etc. Bah, il y a toujours des périodes dans ces carrières ou dans ces choses-là où on est moins bien, où on se remet en question forcément,
ou peut-être des fois où on joue pas et puis on n'arrive pas à comprendre. Euh, et puis, comme on est jeune, bah, on a tendance à vraiment perdre confiance en nous rapidement. Mhm. Donc ouais, j'ai eu des périodes comme ça, bien sûr. Mais bon, après, faut passer au-dessus. Et puis, moi, j'avais tendance dans ces périodes aussi à me dire, voilà, faut que tu fasses aussi, que tu penses à tes études. On sait jamais si ça marche pas, tu vois. C'est Mhm. pour ça, moi, en fait, je me suis arrêtée parce que je me suis blessée et je me suis consacrée en priorité à mes études. Et c'est là que j'ai voulu devenir coach sportive. Et après, ça a été un choix de carrière. J'ai décidé de continuer là-dessus, comme j'avais un petit peu laissé passer le train au niveau de la carrière de haut niveau pendant ma blessure, une année importante. Mhm. Bah, après, je me suis consacrée à ça. Donc, ça a été ça les moments difficiles, mais finalement qui m'ont peut-être permis de me réaliser, de m'épanouir vraiment dans ce que je voulais, quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a un coach ou des coachs qui t'ont marqué dans cette période de ta vie où tu as pu évoluer à haut niveau et être coaché par, j'imagine, plus d'une personne? Ben, tu vois, j'en ai pas eu tellement des coachs. Ouais, j'en ai eu trois en tout. Mhm. Mais j'allais te dire, les coachs qui m'ont le plus marqué, c'était les premiers. Parce que je me disais quand même, quand même, non, mais ils étaient sympas. Mais je veux dire, je pense que le premier coach que j'ai eu, mais pas quand j'étais pas au niveau, bah, c'était drôle, tu vois. C'est souvent des personnes qui font. Bon, il était boulanger à côté. Mhm. Donc, si tu veux, ça n'a rien à voir. Et puis, tu arrives là et on te met de la rigueur, tout ça. Je pense que tous, ils m'ont apporté quelque chose de différent et des choses importantes. Mhm. Je, honnêtement, il n'y en a pas qui sont vraiment sortis du lot. Après, tu sais, quand tu es dans un club, il n'y a pas que les coachs. Il y a toutes ces personnes qui sont à l'intérieur. Alors, tu as des personnes qui ont fait aussi des carrières de haut niveau, Mhm. vraiment des gens intéressants à côtoyer. Je pense à Bruno Martini, qui d'ailleurs nous a quittés il n'y a pas longtemps. Mhm. C'est quelqu'un que j'ai vraiment pris plaisir à côtoyer et qui m'a appris beaucoup de choses. Et même quand je passais mon diplôme de coach, il m'a enseigné énormément de choses. Donc c'est un tout, en fait. Le club, c'est un peu familial et en fait, c'est plus que les coachs, c'est tout le monde prend soin de nous un petit peu aussi. Mhm. Et aujourd'hui, toi, en tant que coach, avec la perspective que tu as, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment si tu pouvais retourner en arrière et repasser ou refaire cette période en tant que footballeuse? Alors, généralement, à cette question, je réponds non parce que je me dis si j'avais fait quelque chose de différent, peut-être ça m'aurait pas emmené ici, tu vois. Mhm. Mhm. Mais peut-être dans des périodes de doute ou autre, peut-être de toujours garder confiance en moi que c'est un accord Toltec, ça c'est de ne pas en faire une affaire personnelle, tu vois, de certaines choses qui se passent, que ce soit dans le groupe ou avec l'entraîneur, etc. C'est peut-être plus un mindset que des choses que j'aurais changées Mhm. pour être mieux moi, tu vois. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, tu es parti pour être coach. Est-ce que c'est une idée que tu avais déjà tôt, enfin, plutôt en étant jeune, ou est-ce que ça t'est venu en cours de route et qu'est-ce qui t'a, on va dire, motivé à prendre ce chemin-là? Alors, je pense que ouais, c'était quelque chose que je voulais depuis un moment, parce que déjà, quand je jouais au foot, même à haut niveau, les filles, elles faisaient pas vraiment carrière. Enfin, du moins, elles pouvaient pas en vivre financièrement. Mhm. Donc, on nous disait, pensez à un métier que vous voulez faire quand même, tu vois. Donc, ouais, moi, j'ai toujours voulu faire un métier dans le sport, ça c'est sûr. Depuis toute petite, j'ai jamais voulu faire autre chose que dans le sport. Euh, donc oui, c'est venu assez tôt de vouloir être coach sportive. Et du coup, je me suis dirigée directement vers ça. Et c'est pour ça qu'après, j'ai passé mes diplômes, mes trucs, et j'ai continué de me former parce que ça me passionne. Il y a beaucoup d'idées reçues. Et quand on sort avec un diplôme d'État, Mhm. il nous manque beaucoup de choses encore, beaucoup de chemin. Et c'est important de toujours se former, même pour nous, pour donner plus de sens à ce qu'on fait, je pense. Et en termes de ces cursus éducatifs, on va dire, que tu as suivis pour devenir coach et ensuite pour, on va dire, complémenter ton éducation de ce côté-là par la suite, quelles sont les formations qui t'ont le plus marqué, peut-être en niveau perspective, qui t'ont apporté des façons différentes de voir les choses? Bah, clairement, ça a été surtout Bayesian Bodybuilding qui m'a vraiment ouvert, ouvert le cerveau, j'ai envie de dire. Parce Ouais. qu'en fait, tu penses des choses et puis d'un coup, là, en face, on te met des études avec tout le contraire, quoi. Ok, Et tout le pour ceux qui, contraire, peut-être pour ceux qui connaissent pas encore, ouais, excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux ouais. parler un petit peu de Bayesian et ce que c'est et de quelle manière ça diffère des autres formations qui sont disponibles à l'heure actuelle? Alors, Bayesian, en fait, c'est basé sur toutes les dernières recherches en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et en fait, c'est fait pour optimiser au maximum sur n'importe quelle personne, que ce Mhm. soit un athlète de haut niveau ou une personne que vous allez coacher qui n'est pas un athlète de haut niveau.
pour optimiser au maximum autant son mode de vie que ses entraînements et sa nutrition pour qu'il ait des résultats hyper intéressants. Et tout est basé vraiment sur les dernières études scientifiques. Donc, c'est ça qui était hyper bluffant. Mhm. Donc, en France, c'est Nevin Barnett et Antoine Fonbonne qui ont importé ça. Et donc, je crois que j'ai tout répondu à ta question. Il manque des éléments. Oui, c'était qu'est-ce que Bayesian et ensuite peut-être on peut approfondir Ouais. un petit peu sur les choses que ça t'a apporté par rapport à ta perspective d'avant. Ouais, tout l'aspect scientifique et tout l'aspect que, attention, c'est pas parce que tu lis, et même, c'est pas parce que j'ai lu certaines choses dans Bayesian aussi que demain, je peux pas avoir un truc qui me prouve le contraire non plus. C'est aussi ça, la science, en fait. Et c'est bien de prendre un peu de tout, j'ai envie de dire, pour faire sa propre idée. Donc, sa propre idée sur l'entraînement, sur la nutrition, sur le mode de vie, tout en sachant que tout ça peut encore bouger et que surtout, il n'y a pas de pensée noire ou blanche pour ou contre. C'est un tout, c'est un équilibre, c'est pas non plus extrême en fait. Mhm. Il faut éviter de penser dans l'extrême. Et c'est ça qui est très important aussi. Ouais, j'aime bien ce que tu dis dans le sens de ne pas se fier à un seul courant de pensée, de même Ouais, remettre en aussi. question les choses que tu as apprises au travers des formations qui te forcent à remettre d'autres choses en question C'est ça. pour continuer ce processus. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, le savoir qu'on a autour d'un domaine ou d'un autre, il est toujours dépendant des recherches qui ont été faites, des outils de mesure qu'on a à disposition ou pas. Et donc, les choses peuvent évoluer assez rapidement au cours du temps. C'est ça. Et ça nous permet d'avoir un apprentissage constant et aussi de rester humble, hein, il faut dire Mhm. clairement, parce que des fois, tu tombes sur des trucs, tu dis, oh, je suis la personne la plus intelligente, j'ai compris ça. Ben non. Il y a un autre demain, il va arriver, il va dire, ouais, ben moi, j'ai compris ça. Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant? Tu vois, c'est rester aussi, garder les pieds sur terre, hein, c'est tout. C'est Mhm. important, Que- surtout dans que- notre métier. Quelles ont été tes plus grandes réalisations au cours de ta carrière en tant que coach en termes de peut-être changer d'avis par rapport à un sujet ou à un autre? Ouais, donc plus grande prise de conscience, on va Mhm. dire. Euh, Sur le cardio et la perte de gras, hein, que on n'est pas obligé de se tuer au cardio pour perdre du gras. Ça a été un truc important, je pense, et que j'entends encore aujourd'hui et que je transmets. La perte de poids, la perte de gras, ça va être un déficit calorique. Donc, consommer moins de calories que ce qu'on en dépense. Mhm. Et en aucun cas, on a besoin de faire plus de cardio. Et le muscle va au contraire nous permettre de bénéficier de brûler plus de gras au repos. Mhm. Bien évidemment, si on rajoute du cardio, ça va augmenter notre dépense énergétique. Mais on sait qu'il y a des effets d'interférence qui vont faire que si on fait cardio et muscu la même journée, parfois, ça va interférer sur la musculation et Mhm. inversement. Donc, il y a tout ça à prendre en compte et se dire qu'en fait, c'est un mode de vie à adopter aussi. Si je me qualifie comme quelqu'un de sportive, à un moment donné, je ne cherche pas à faire le plus de sport possible. Je cherche tout simplement à adopter le mode de vie qui correspond. C'est-à-dire, je vais prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Je vais me garer plus loin, tu vois. Toutes ces choses-là qui font que je suis une personne active, une personne sportive, et tout le monde peut le faire, en fait. Mhm. En fait, finalement, c'est à la portée de tout le monde et c'est ça qui est important aussi. Donc, Donc, ouais, le cardio, ça a été vraiment, je pense, l'un des plus gros trucs, ouais. Des t'en as plus un autre gros trucs. qui te vient à l'esprit en pensant à ça? Euh, Bah, au moment où j'ai fait Bayesian, c'était un petit peu le grand boom du jeûne intermittent. Bon, j'ai l'impression que chaque année, il y a un grand boom du jeûne intermittent, mais disons que j'étais encore un petit peu en train de le découvrir et je me posais beaucoup de questions dessus. Et Ouais. c'est vrai que, bon, à calories égales, un jeûne intermittent ne fera pas perdre plus de poids à quelqu'un. Mhm. En revanche, ça peut être une stratégie pour certaines personnes pour réduire l'apport calorique. Donc ça aussi, ça a été important. Et après, ouais, dans les compléments alimentaires, tout ce qui est BCA, tout ça, les acides aminés qui sont pas forcément utiles, voire pas du tout utiles. Donc, Mhm. ouais, ça a Mhm. été aussi ces choses-là. Du coup, ça m'a donné plein d'idées. C'est là que j'ai lancé ma chaîne YouTube, hein. Quand j'ai appris tout ça, j'ai dit non, mais il faut que les gens soient au courant, enfin. Tu vois, Qu'est-ce faut qu'ils que arrêtent. qu'est-ce que tu as comme réponse de la part de tes auditeurs et des gens qui te suivent par rapport à justement ces mythes que tu essaies de casser ou peut-être ces mises à jour que tu essaies d'apporter? Alors, en grande majorité, il y a beaucoup de bienveillance parce que je pense que, enfin, en toute humilité, j'essaye de véhiculer un maximum de bienveillance et j'aurai jamais un ton autoritaire, en fait.
Ce que je dis aux gens, c'est je vous le donne et en fait, vous en faites ce que vous voulez, quoi. C'est, tu vois, je dis souvent, on peut emmener un cheval à l'abreuvoir, mais on peut pas le forcer à boire. Mais c'est exactement ça. C'est je vous le donne. Moi, aujourd'hui, parce que ça peut changer, je pense ça, j'ai fait ça, j'ai testé ça et ça m'a donné ça. Vous, je vous le donne, vous faites ce que vous voulez. Auparavant, j'avais fait ci, auparavant, j'avais fait ça. Enfin, tu vois. Mhm. Donc, ma réponse, la réponse des gens, elle est souvent ah ouais, pas mal comme réflexion. Bon, forcément, il y a toujours des gens qui se braquent et disent non, tu dis n'importe quoi. Bon, ok, mais moi, j'aime discuter avec des gens qui ont l'esprit ouvert. Donc, Mhm. si on me contredit, entre guillemets, parce que ce que je dis moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, ben, je suis OK de discuter avec la personne si elle a l'esprit ouvert. Mais si elle me dit non, c'est nul, ben, ça sert à rien de discuter, tu vois. Mhm. Tu as parlé du fait que tout le monde a accès à une vie active, s'ils le veulent. Mhm. Ouais. Quelles sont pour toi les barrières que les gens se mettent pour ne pas justement prendre ces petites étapes pour faire en sorte que leur vie de tous les jours soit plus active? Alors, les gens veulent des résultats rapides déjà. Et donc, comme ils veulent des résultats rapides, ils pensent qu'ils doivent être extrêmes dans ce qu'ils font, être extrêmes dans l'alimentation et être extrêmes dans l'activité physique. C'est le no pain, no gain, tu vois, alors Mhm. que c'est tout sauf quelque chose qui vont tenir sur le long terme. Donc ça, c'est une barrière de se dire, voilà, moi, j'ai jamais été sportif, donc c'est mort, quoi. Ben non, toi, tu peux marcher, donc marche tous les jours déjà, vois ce que ça donne, Mhm. tu vois. Mhm. Et après, dans l'alimentation, ben non, tu n'es pas obligé d'être strict avec toi. Tu peux garder ce que tu aimes, mais tu vas les réduire, tu vas remplacer certains aliments, puis voir aussi comment tu réagis. Parce qu'une personne qui n'est pas habituée à manger sainement, du jour au lendemain, son corps va mal le vivre, Mhm. paradoxalement, et inversement. Mhm. Donc, il faut y aller progressivement. Et en fait, quand on dit progressivement, ça fait peur parce qu'on se dit, oh, ça va être long. Donc aussi, la barrière, c'est il faut arrêter de mettre des objectifs sur des résultats non seulement rapides, mais en plus seulement esthétiques. Je suis OK, on est d'accord, le sport, tout ça, ça donne un bonus physique non négligeable. On Mhm. l'apprécie, on va pas se mentir, mais il faut pas que ce soit la motivation première. Alors souvent, moi, je prends l'exemple de la santé, parce que la santé, pour moi, c'est quelque chose qui peut nous garder motivés toute notre vie, parce qu'on en a besoin toute notre vie. Je dis, ça, c'est, pense à quand tu vas être bien, donc avec tes enfants, tu vas pouvoir jouer avec eux. Quand... Ces choses-là, ces ancrages-là, vraiment, c'est des motivations qui servent. Mhm. Euh, Après, il y a évidemment sur l'estime de soi, tout ça. Donc, pas que sur l'image corporelle, mais sur le fait de, ben, en fait, je suis capable de le faire, quoi. Je ne me pensais pas capable, mais je l'ai fait. Donc, vraiment, commencer petit et de se dire que, ben, aller marcher 10 minutes aujourd'hui, c'est plus que de rester allongé toute la journée, quoi. Mhm. Et les personnes disent souvent, ben, ça sert à rien de faire ça. Ben, si, ça sert parce que sinon, tu es allongé, en fait. Mhm. Ça sert forcément. Si on sépare peut-être en trois compartiments ou trois aspects à travailler, les trois étant l'entraînement, la nutrition et ensuite tout ce qui est du Mode de rythme de vie. vie, ce mode de vie, Mhm. etc. Comment est-ce que toi, tu accompagnes tes clients au travers de chacun de ces paramètres et comment est-ce que pour quelqu'un qui est absolument pas actif, qui ne fait rien, quelles sont les premières étapes que tu vas mettre en place dans chacune de ces trois voies pour ensuite gagner un petit peu en inertie et pouvoir continuer sur le long terme? Ouais. Alors déjà, je vais checker beaucoup le mode de vie parce que c'est aussi un aspect qu'on néglige trop. Souvent, je dis, quand vous regardez à la télé un régime, on vous dit pas, faites attention à votre sommeil, à votre stress. Et pourtant, c'est deux aspects hyper importants. Donc, je Mhm. vais beaucoup questionner là-dessus. Est-ce que ton mode de vie, enfin, sur une échelle de 0 à 10, par exemple, à combien tu estimes ton stress au quotidien? Est-ce que ton travail est stressant? Est-ce que ton environnement est stressant? Comment t'es quand t'es à la maison? Ton sommeil, il est comment? Est-ce que tu te réveilles la nuit? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu as envie d'une chose, c'est de te recoucher ou tu as de l'énergie? Tout ça, ça nous donne certes des indicateurs sur la qualité du sommeil et du stress, mais aussi sur l'alimentation, du coup. Du coup, Mhm. on peut transitionner et dire, bon, ben, ton assiette, c'est quoi? Matin, midi et soir, qu'est-ce que tu manges l'après-midi, etc. Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as du mal à digérer? Et on voit, et on essaie d'aiguiller comme ça au maximum les personnes. Euh, et puis après, on fait la transition sur le sport. Ben, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je fais rien. Ben, demain, tu vas marcher 5 minutes. Puis après, tu marcheras 10. Puis après, tu augmentes. Et puis, si tu te sens après-demain de faire 1 heure de marche, tu fais 1 heure de marche, tu vois. Mais en fait, c'est par là qu'il faut commencer. C'est clairement ça. Et puis, qu'est-ce que tu veux vraiment, quoi?
Est-ce que tu veux seulement voir un chiffre sur ta balance ou est-ce que tu veux vraiment être en bonne santé et heureux? Et c'est ça aussi, il faut des fois essayer de faire redéfinir un objectif à la personne. On peut pas le définir nous pour elle, mais il faut elle qu'elle arrive à se remettre en question pour le redéfinir. Et ça, tu le fais dès la première séance, tu vas essayer de Ouais, creuser dès un le petit peu début. pour voir Ouais, ouais, jusqu'où c'est tu peux. important. Ok. Mmh. Même Et, avant de faire ouais, bien au premier rendez-vous quoi, au premier Mhm, contact. mhm. Et pour quelqu'un qui vient de voir et qui espérait juste, entre guillemets, juste d'aller à la salle ou de s'entraîner et qui se rend compte qu'il y a toutes ces autres choses qu'il faut gérer également, alors, est-ce que tu as des fois un petit peu de réticence de la part des gens qui viennent te voir? Alors ça arrive, alors il y a 2 cas de figure. Il y a des personnes qui disent: «Oui, oui, oui, oui» et ils disent: «Bon ça va passer, je vais pas le faire, mais ça va passer» et puis après ils se rendent compte par eux-mêmes, donc finalement c'est pas plus mal aussi. Mhm, J'aime bien quand les gens ils se rendent compte par eux-mêmes et qu'après ils disent: «Ah ben finalement, j'aimerais bien mieux dormir quoi» ou «J'aimerais bien, gérer mon stress parce que je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut mais j'arrive pas à perdre du poids malgré tout» ou des choses comme ça. mhm, Donc c'est pas plus mal finalement aussi, parce que encore une fois, moi j'aurais jamais un ton autoritaire, je transmets ce que je transmets et les personnes en font ce qu'elles veulent. Après je suis pas chez eux pour vérifier, tu vois? Et heureusement, heureusement. Et après, il y a les personnes qui vont aussi tout prendre au pied de la lettre. Donc là, il faut un petit peu les canaliser parce que trop d'infos en même temps aussi, tu vois? Ils savent plus mhm, où aller et puis ils ont une certaine force de volonté qui va s'épuiser aussi à force de dire: «Ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». mhm. Étape par étape. Les choses les plus, contraignantes, on va dire en 1er et puis au fur et à mesure, on ajuste. En termes de la structure d'entraînement ou du type de séance, tu as dit que tu privilégiais maintenant, pour ce qui est de la perte de poids notamment, tout ce qui est du renforcement musculaire, parce que Mmh. comme tu as dit, un aspect qui est très important. Qu'est-ce Mmh. que tu recommandes comme type d'exercice, comme fréquence par semaine et ce genre de détails? Alors moi, j'aime beaucoup travailler en full body, donc c'est généralement la recommandation que je fais. Mmh. Après les personnes, soit elles sont OK, soit elles le sont pas. Si elles le sont pas, on s'adapte, c'est pas un souci, on leur fait tester quand même pour voir. C'est important qu'elles testent pour avant de dire non quand même, tu vois? On Mmh. dit pas, «J'aime pas les épinards» alors qu'on n'avait pas goûté. Tu vois? C'est pareil, C'est juste. donc je leur fais tester. Hem Je vais privilégier, oui, beaucoup de mouvements, polyarticulaires, tout ce qui est squat, soulevé de terre, heu, puis après j'aime bien aussi voir quels mouvements ils sont à l'aise et quels mouvements ils vont détester. Mmh. Alors oui, on aime bien mettre des mouvements qu'ils détestent, mais j'essaye de pas en mettre plus d'un par séance, tu vois? Parce que Ouais. sinon c'est compliqué, parce que c'est bien aussi pour la discipline, il y en a qui le demandent des fois: «Ouais, c'est pas grave, j'aime pas, mais je vais le faire parce que je sais qu'après je suis Mmh. fière de moi», tu vois? Après ils prennent note de ça. Donc beaucoup ouais, d'exercices polyarticulaires, hem, ouais, et full body. Donc généralement 6-7 mouvements, 3 du haut du corps, et 3 du bas du corps, par exemple. Mmh. Et puis, avec ou sans matériel, ça dépend. Généralement, il y a quand même un minimum de matériel. Quand je dis minimum, c'est des élastiques Mmh. pour qu'il y ait quand même un minimum de résistance. Parce que bon, quand on débute, ça va, au poids de corps, puis ça permet de bien apprendre certains mouvements. Mais après, ben, on progresse plus puisqu'on commence à prendre du muscle et de la force. Forcément, faut rajouter de la résistance. Mmh. Je vais revenir sur quelque chose dont tu as parlé, qui est le fait d'utiliser des mouvements que les clients, que les Mmh, personnes apprécient. Ça, c'est ouais. définitivement un changement que j'ai fait, on va dire, ces 2 dernières années, c'est que je privilégie, surtout pour les clients qui n'ont pas nécessairement d'objectifs de performance ou d'objectifs athlétiques dans le sport, c'est vraiment essayer d'utiliser un maximum des choses qui vont leur faire envie de Ouais. progresser, leur faire envie de s'entraîner, parce qu'au final, il n'y a pas d'exercice en tant que tel qui est indispensable pour la perte de poids, dans ce cas-là, ou Mmh, pour même gagner en masse musculaire, etc., en tout à force. fait. Donc pourquoi pas privilégier les choses qui vont faire en sorte que la personne ait envie de revenir, ait envie de C'est ça. continuer, ait envie de se Mmh. donner et de progresser. Exactement. Et puis sur les femmes, ce qu'on voit souvent, c'est, on peut travailler un peu l'intérieur des cuisses ou pas? Donc là, tu essayes de faire comprendre un peu qu'on ne peut pas cibler une perte de gras, mais bon, après tu le fais quand même parce que quand Mhm. elle sent que ça chauffe, elle dit: «Ah putain, c'est bien, je viens de travailler tout l'intérieur des cuisses». Ouais, Donc oui, des fois, clairement, on cède, mais comme je dis, l'essentiel, c'est que la personne soit en mouvement et qu'elle se fasse aussi plaisir. C'est des aspects importants. Il faut mhm. pas oublier. Ça sera Ouais, toujours mieux exactement. que d'être sur son canapé encore une fois, quoi. Ouais, le meilleur des programmes, s'il n'est pas fait, il sert pas à C'est grand-chose. ça. Donc, Exactement. c'est super d'entendre ta perspective parce que tu as cette approche qui est vraiment basée sur ce qui se fait au niveau de la recherche, ce qui a été validé, etc. Mais après, on a aussi l'autre côté, le côté humain.
et le côté comportement qu'on doit pouvoir gérer avec la personne, qui des fois ce qu'on va mettre en avant, ce qu'on va faire à la personne va à l'encontre de peut-être ce qu'on sait et serait peut-être juste ou mieux. Mais si ça fait que la personne va continuer à s'entraîner sur le long terme, ben, en fait, c'est vraiment ça le plus important. C'est ça la clé, bien sûr. Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Au niveau nutrition, comment est-ce que tu abordes ce sujet-là et ensuite comment est-ce que tu encourages tes clients à faire des changements au fur et à mesure pour que leur alimentation s'aligne avec leurs objectifs de perte de poids, par exemple? Alors, clairement, souvent, c'est eux qui me sollicitent le plus de ce côté-là, parce qu'ils aimeraient aussi qu'on leur fasse des papiers avec tout ce qu'ils doivent manger à telle heure, etc. Et je suis pas trop de ce côté-là, moi. Je préfère que eux se créent leurs propres habitudes et les aliments qu'ils aiment, et en fonction aussi qu'ils soient bons pour leur santé. Donc, forcément que je fais un apport là-dessus. Donc, comme je te disais au début, on discute de leur alimentation aujourd'hui. Est-ce que ça leur convient? Est-ce qu'ils ont des allergies ou des choses qu'ils ne digèrent pas? Bref, et de voir qu'est-ce qu'on peut changer ou qu'est-ce qu'on peut ajouter. Par exemple, s'il y a un manque d'apport en protéines, sans forcément compter les calories. Clairement, on le voit, hein, si la personne manque de consommation de protéines, de lui conseiller simplement peut-être certains aliments qui vont faire qu'elle va augmenter son quota de protéines journalier. Si aussi elle me dit je me sens fatiguée certaines périodes, etc., paf, tu devrais penser à augmenter ta portion de glucides à ce moment-là. Ou voilà, ça va plus se faire comme ça que tac, tu as un plan, tiens, tu discutes pas, tu manges ce que je te dis, tu vois. C'est la personne comme ça va se créer sa propre alimentation. Et après, dès qu'ils ont des questions, de toute façon, ils me sollicitent beaucoup par rapport à ça. Ils savent que je réponds clairement, quoi. Il n'y a pas de souci. Et dans les cas où les gens essayent d'effectuer ces petits changements, mais ils ne voient pas les résultats espérés ensuite que ce soit sur la façon dont leurs habits leur vont ou leur poids, qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de faire avancer les choses? Déjà, je fais garder un minimum de temps que la perte de poids ait le temps de fonctionner. Si j'estime que ça fait un moment et que c'est vrai que ça ne bouge pas, c'est bizarre, là, on va dire peut-être on va calculer combien tu manges de calories vraiment par jour sur une durée sur un court terme, parce que l'idée, c'est pas que les personnes soient des robots et qui comptent toute leur vie, ça sert à rien en plus. Et comme ça, toi-même aussi, tu vas te rendre compte de ce que tu mets dans ton assiette et à quoi ça correspond. Et là, on voit, peut-être que tu es peut-être c'est quasiment sûr souvent, si elle ne perd pas de poids, tu es en surplus calorique. Donc, tu vois, le spéculoos que tu n'avais pas compté à la machine à café et que tu vas 4 fois à la machine à café par jour, peut-être que ça, il faudrait en enlever au moins 2, quoi. Tu vois, c'est des trucs, souvent, c'est des trucs comme ça. C'est mais c'est juste ça. Ouais, mais tu y vas combien de fois à la machine à café, en fait? 2 fois le matin, tu vois, puis après, c'est pas gênant, tu peux en manger 1 ou 2, mais si tu en manges chaque fois que tu prends un café, ça pose problème, je pense, tu vois. C'est des ajustements comme ça, après. Pour toi, quelles sont les plus grandes idées reçues autour de la nutrition et de la perte de poids que tu essayes de combattre à l'heure actuelle? Les glucides font grossir. Le gras fait grossir, même si on l'entend moins, hein, ça c'était plus dans les années 90, je crois, ou même avant. Depuis, c'est les glucides font grossir. Les protéines, c'est que pour le muscle. Bon, on entend un peu moins, mais bon, ça existe encore. Qu'il faut être strict au maximum. Si on veut perdre du poids, on ne peut pas s'autoriser un petit plaisir ou quoi que ce soit. Qu'il y a des aliments brûle-graisse, genre l'ananas, on entend souvent. Genre le brocoli, tu vois. Donc, non, en fait,
c'est des aliments qui sont intéressants. Je parle du brocoli en perte de poids parce que c'est un aliment qui a quand même un volume alimentaire intéressant. Donc, il Mhm. va prendre de la place non seulement dans l'assiette et dans l'estomac, et qui a pas énormément de calories. C'est pour ça Mhm. qu'on le voit beaucoup, celui-ci. Mhm. Mais en aucun cas, il est obligatoire et en aucun cas, il a des vertus magiques. Par contre, ils ont tous des vitamines et minéraux indispensables. Donc, ouais, c'est surtout ça, glucides. C'est un truc, ça perdure encore. Euh, et c'est vrai que c'est tellement important pour notre santé mentale et physique d'en consommer un minimum. Quand on sait que le cerveau, il a besoin de 120 grammes de glucose pour fonctionner un petit peu, quoi. Mhm. Tu vois, si genre, tu consommes pas ça, enfin là, on aurait du mal à avoir cette discussion normalement. Tu le sens de suite. Quand une personne manque, quand une personne dessèche, restrictive, tout ça, tu le sens de suite. Tu dis, oula, toi. Ou au niveau de l'humeur, pareil. Quand une Ouais, personne ouais. est exécrable, impulsive, tu dis, il y a un problème. Ouais, parce que Voilà, donc c'est ça, c'est principalement ça. Ouais. la façon dont tu manges va avoir un gros impact sur beaucoup d'aspects de ta vie, notamment ton niveau d'énergie. Mm. Tu viens de le dire, ton comportement, la façon dont tu vois les choses, la petite voix dans ta tête, elle Ouais. change. Le ton de la Ouais, voix c'est dans ta ça. tête change suivant ce que tu manges. Est-ce que, donc tu as parlé un petit peu des idées reçues, est-ce qu'il y a des régimes qui, à ton avis, sont vraiment dans la grande majorité, on va dire, néfastes et que les gens devraient éviter à tout prix? Tous les régimes? Non, tous les régimes, parce que pour moi, ils n'enseignent rien, ils éduquent pas une personne, ils la robotisent, ils l'infantilisent même, j'ai envie de dire et Mmh. la personne ne sait même pas ce qu'elle mange, elle sait même pas si c'est dangereux pour elle et en fait, elle est prête à se mettre en danger pour perdre du poids. Donc Mmh. ça, c'est dommage. Donc la réponse courte, c'est tous les régimes et la réponse longue, ça serait, bah, comme je parlais des glucides, bah, les diètes cétogènes. Alors attention, heu, au niveau médical, c'est des diètes qui existent, Mmh. notamment pour, les enfants atteints d'épilepsie et dans le cadre de certains diabètes et certains cancers aussi. Mais encore une fois, c'est sur le court terme, c'est encadré médicalement et d'une façon assez, contrôlée Mmh. et même malgré ça, il y a des retours comme quoi c'est très difficile de tenir pour ces personnes. Mmh. Hem, Après moi, voilà, je déconseille justement de se lancer dans des diètes comme ça qui ont été médicalisées, en fait. C'est alors oui, tu vas perdre du poids, c'est sûr, mais à quel prix, en fait? Et c'est souvent celui de ta santé sur le long terme, et c'est dommage. Mmh. Et comme je dis souvent, c'est ta santé, elle sacrifiera toujours, ton corps, il sacrifiera toujours ta santé à long terme pour ta survie à court terme. Mmh. Donc en fait, tu es là, tout va bien, ouais, je fais une diète cétogène, mais j'ai jamais eu autant d'énergie. Ouais, mais tu es sous hormones de stress, en fait. Et elles fonctionnent très bien, tes hormones de stress. Mais sur le long terme, elles vont très mal fonctionner. Donc, alors, c'est vrai que c'est difficile à faire comprendre à une personne euh, qui vient te voir, qui dit, ouais, mais moi, je perds du poids, ça marche. Ben oui, mais moi, demain, si je fais comme j'aime, je vais perdre du poids aussi. Mmh. Mais est-ce que ça veut dire que ça marche? Tu vois? Oui, ça marche parce que c'est ce qu'ils t'ont promis. Mais est-ce qu'ils t'ont promis une santé? Est-ce qu'ils t'ont promis que dans 10 ans, tu serais toujours en bonne santé, que tu aurais toujours ces kilos en moins? Est-ce qu'ils t'ont promis que tu serais une machine de guerre avec ça à la salle? Et ça, je n'entends pas la pub, hein. J'entends plein de choses, mais je n'entends pas ça. Donc, ouais, il y a ça aussi. Ouais. Est-ce que tu as des gens qui viennent te voir suivant une, on va dire une tentative échouée de régime? Généralement, plusieurs. Mmh. Plusieurs, ouais. Ouais, parce que les personnes, je pense qu'elles ont aussi, des fois, elles développent une certaine honte, tu vois, me disant, mais Claudia, tu vas me tuer ou tu vas prendre. Alors, déjà, je ne tue personne, je ne tape personne et je n'ai jamais engueulé personne, genre, t'as fait n'importe quoi. Moi, Mmh. souvent, je me mets à la place des personnes et je me dis, bah, peut-être que moi aussi, je l'aurais fait, en fait, tu vois. Quand tu sais pas, Mmh. que tu débarques sur Instagram et que tu vois des compléments alimentaires, que tu vois des trucs, que tu vois des programmes, Beauty on Fire, tu te dis, bah oui, mais je vais le faire, mais direct, tu vois. Mais ouais, mais tout le monde n'a pas ce truc-là et ce recul. Et en Mmh. fait, moi, je trouve ça normal à la rigueur avec toutes ces images qu'on voit. C'est difficile de passer à côté et de pas céder un petit peu. Donc, je sais plus ce que c'était la question. Ah oui, si C'était des personnes venaient me voir, mmh. ouais, et généralement, c'est après plusieurs tentatives, justement. Mmh. Mais bon, maintenant que j'ai tout essayé, je peux appeler le coach. Peut-être que ce sera la bonne. Et donc, ouais, avec ça, on en arrive aux troubles du comportement alimentaire. Ouais. Donc, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, si tu pouvais la définir et ensuite parler de ses implications et comment tu abordes ce problème-là avec tes clients.
Alors, les troubles du comportement alimentaire, c'est tout ce qui va regrouper les troubles liés à l'alimentation. Donc, ça peut être l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, l'orthorexie, enfin, toutes ces nouvelles choses aussi, Mhm. qui sont liées à l'alimentation, certes, mais la source n'est pas toujours l'alimentation. Même si dans la grande majorité, par exemple, des régimes restrictifs vont donner issue là-dessus, quoi. C'est dans une grande majorité des cas, en tout cas. Euh, donc, ce sont des troubles qui peuvent être, qui peuvent durer très longtemps, qui Mhm. doivent être quand même accompagnés par un professionnel dans ce domaine-là, donc soit psy, psychiatre, euh, les personnes qui font de l'hypnose aussi, ça marche pas mal. Ok. Euh, et moi, je me suis passionnée de ça dans le sens où on m'a beaucoup sollicité par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que, soit avec les réseaux, on en parle plus, Mhm. soit à cause des réseaux, il y en a plus aussi, des Mhm. images, tout ça. Parce qu'encore une fois, l'alimentation n'est pas la seule source. Il y a les images, les comparaisons, c'est un discours mental, c'est toutes ces choses-là. C'est les magazines, c'est les pubs à la télé, même s'ils font des progrès un petit peu, on se dit quand même, elle est quand même nickel, quoi, tu vois. Donc, moi, je dis elle, mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui en souffrent, mais les hommes en parlent moins. Donc, ils sont plus bas dans les chiffres. Et c'est Mhm. vrai que c'est un truc qui touche un peu plus la femme. Voilà, moi, j'en ai fait une formation où j'en parle et j'ai beaucoup étudié là-dessus. Et il est vrai que, alors ça va paraître peut-être tout bête, mais le taux d'oestrogène favorise les troubles du comportement alimentaire. Certains hommes, Comment tu expliques ça? c'est les études. Alors, d'après les études, lorsque le taux d'oestrogène est plus élevé, Ouais. on a plus de chances de développer des troubles du comportement alimentaire. Mhm. Et pareil, par exemple, ça a été fait aussi sur des jumeaux hommes-femmes. Mhm. Donc, par exemple, l'homme va avoir un peu plus d'oestrogène, il va être sujet aussi à développer des troubles du comportement alimentaire. D'accord. C'est pas une généralité, hein, Mhm. Mhm. voilà. C'est juste que dans les études, c'est ça qui a été pointé du doigt, Mhm. mais aussi que tout le monde peut en développer en fait. On peut tous l'avoir en sommeil en nous. N'importe quel événement pourrait nous le faire déclarer. Mhm. Ça soigne, c'est pas un truc, mais il faut quand même, voilà, il faut en parler. Il faut, si possible, avoir un environnement favorable. Voilà, comme je dis, une personne souffrant d'anorexie, et je dis bien souffrant, je dis pas une personne anorexique, parce que ça, c'est encore un truc, c'est je suis ci, je suis ça. On Mhm. n'est pas une pathologie, on n'est pas une maladie, parce que ça envenime le truc. Une personne souffrant d'anorexie, on peut pas lui dire mange, en fait, parce que c'est sa phobie, quoi, tu vois. Mhm. Mhm. La phobie des araignées, je te dis pas de te la mettre sur la tête, c'est idiot. Il y a des étapes avant, tu vois. Ouais. Donc, je fais souvent cette comparaison-là parce que la formation est aussi faite pour des coachs ou pour des gens qui veulent accompagner ou aider ces personnes-là. Mhm. Et il faut être très empathique et essayer de comprendre ces choses-là. Donc, c'est pour ça que je dis, imagine ta pire phobie, je te demande de suite de sauter en parachute alors que tu as une peur bleue, quoi. Tu vois, là, c'est pareil. Sauf qu'elle, c'est avec le fait de manger. Mhm. Donc, c'est ces choses-là. Donc, oui, les régimes sont des facteurs qui favorisent ça. Les médias, ces choses-là. Euh, et c'est un trouble qu'on voit de plus en plus. Alors, comme je le dis, c'est parce que les personnes en parlent plus, mais aussi parce que je pense les réseaux, tout ça, n'ont pas aidé. Mhm. Et est-ce qu'il y a certains signes qui peuvent nous faire dire que il y a peut-être un souci au niveau du trouble du comportement alimentaire, il faudrait peut-être aller voir un médecin. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui pensent que peut-être ils se rapprochent de ça ou ils sont dedans, mais ils savent pas vraiment? Alors, admettons, j'ai eu une semaine stressante. Demain, je vais dans un buffet à volonté. Bon, là, c'est pas possible. Et en fait, j'en peux plus, je bouffe tout, quoi. Tu vois? Ouais. Certaines personnes vont dire, je crois que je souffre de boulimie. Mhm. Bah non, en fait, tu as une semaine stressante, t'en peux plus, t'as craqué, c'est tout. Mais par contre, si tu vis ce même genre de scénario plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour pour certaines personnes, Mhm. bah là, c'est quand même plus un trouble. Le trouble, ça va être aussi manger sans faim, FIN, et manger sans faim, FAIM. Donc, c'est un bon indicateur aussi. Mhm. Encore une fois, on peut avoir des périodes de la vie, les femmes une fois par mois notamment, où on a besoin et envie, on a envie et besoin du coup de consommer plus, on a plus cette envie de sucrer, certaines c'est plus de gras, mais parce qu'on a besoin aussi de plus d'énergie, Mhm. parce que notre corps fait face à un certain stress
auquel il a besoin de faire face avec de l'énergie. Mmh. Donc c'est ça, c'est, je pense, voir combien de fois se répète ce genre de choses. Et aussi, une chose très importante, c'est est-ce que tu es tout seul quand tu le fais ou pas? Parce que souvent, ces personnes, lorsqu'elles ont des crises, c'est jamais un phénomène de société. C'est seul, chez elles, voilà, c'est souvent ça. Et Mmh. c'est des indicateurs aussi qui le prouvent. Et en ce qui concerne l'anorexie, ça va être ben, une maigreur. Ah, attention, toutes les personnes maigres ne souffrent pas d'anorexie. Je failli dire, Mmh. ne sont pas anorexiques. Mais c'est pareil, ça va se passer là-dedans. C'est qu'est-ce que tu te dis et du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu te dis, pourquoi tu te dis ça, comment ça s'est déclenché. Voilà, après, ça touche gravement la santé. Voilà, Mmh. et une personne souffrant d'anorexie ou une personne souffrant d'obésité, elles sont toutes les deux autant en mauvaise santé. Voilà, Mmh. Mmh. ça, faut le dire clairement. Euh, et puis après, ouais, c'est ces principaux signes-là. Voilà. Après, ne pas, voilà, comme je dis, si demain tu craques, tu manges tout et n'importe quoi, alors que d'habitude, non, ben, c'est peut-être juste que tu en avais besoin, hein. Ça, c'est OK. C'est Est-ce pas un que trouble. pour des gens qui souffriraient de troubles du comportement alimentaire, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, à vraiment éviter? Tu as mentionné le fait de ne pas essayer de faire ce qui te fait vraiment peur. Mm. Par exemple, si tu souffres d'anorexie, ne pas essayer de te goinfrer. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention et il faut éviter, surtout dans les premiers temps peut-être? Euh, j'ai envie de dire les réseaux sociaux, mais encore une fois, et parce que j'ai eu beaucoup de témoignages, surtout ces derniers temps, de personnes qui m'ont dit, et des personnes que j'ai pu vu en fait sur les réseaux sociaux, Mhm. et qui m'ont dit, ben, en fait, j'ai besoin de couper et de me guérir, en fait. Parce que je sentais qu'à chaque fois que, par exemple, je retournais sur Instagram ou autre, bah, ça me faisait retomber dans le cercle vicieux. Mhm. Alors, est-ce que le trouble vient de là ou pas? Je sais pas. Mais peut-être essayer de couper les réseaux sociaux sur un week-end, voir comment tu te sens, puis tu vois après. Vraiment de faire peut-être une introspection sur moi, ce que je pense avant de manger, pourquoi je pense comme ça. C'est Mhm. quoi l'élément déclencheur? Est-ce que j'ai vu une pub à la télé ou est-ce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle? Parce que le problème, c'est que souvent, on va manger par émotion, mais pas que par émotion dite négative. Des Mhm. fois, on va avoir une bonne nouvelle, ah ben, allons fêter ça, quoi. Tu vois, c'est ça le truc aussi. Chose à ne pas faire, je pense de croire qu'on peut s'en sortir seul aussi. Je pense que ce soit un professionnel ou un minimum d'entourage compréhensif, Mhm. il est important de ne pas rester seul dans ce genre de situation, ouais. D'être bien entouré. Et de faire le tri d'ailleurs des personnes qui nous tireraient vers le bas dans ce genre de situation. Tu peux peut-être élaborer un petit peu là-dessus. Je pense que c'est peut-être un sujet qui n'est pas traité assez souvent, Mm. le fait que les personnes qui nous entourent, qu'on le veuille ou non, vont avoir une grosse influence sur Ouais. nous, sur la façon dont on se comporte et les choses qu'on fait et qu'on ne fait pas. Donc, ça peut être un sujet assez délicat, je pense, étant donné que ça peut être un proche, ça peut être un conjoint. Donc, comment est-ce que tu abordes ces discussions-là? Alors, comme je disais tout à l'heure, souvent, ce qui arrive souvent chez les personnes souffrant d'anorexie, ça va être le tonton relou qui va dire ben mange. Tu vois? Donc, c'est ce genre de comportement-là ou de personnes qui vont essayer à un moment donné soit de forcer le truc, alors qu'en fait, c'est pas comme ça, soit de même d'être autoritaire, euh, plutôt que d'être dans la compréhension et de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as besoin de quoi là maintenant, tu vois? Même Mhm. si la personne ne peut pas répondre, de quoi as-tu besoin? Euh, Comment je peux t'aider? Est-ce que tu penses qu'il serait judicieux que j'appelle cette personne pour qu'elle puisse t'aider? Ou... Des fois, c'est des personnes qui ont du mal à faire le premier pas d'appeler un psy ou quoi que ce soit. Mhm. Est-ce que tu veux que je t'accompagne chez le psy, par exemple? Euh, Ça, c'est des personnes qui vont forcément aider énormément et avec lesquelles il faut garder un maximum de contact. Mhm. Mais les personnes qui, par exemple, ne comprennent pas ou te disent essaye de manger ci, essaye de manger ça, ou essaye de faire ci, ou tu devrais arrêter de faire ça, fais moins de sport. Euh, alors, certes, oui, ils essayent de faire preuve de bon sens et de trucs pour eux, mais en fait, ça ne se passe pas comme ça dans la tête des personnes, parce que c'est un trouble. C'est Mhm. un trouble, c'est pas un délire d'une journée, quoi. C'est un trouble, c'est vraiment ancré. Il s'est passé un truc dans les neurones, dans le cerveau qui a fait que ben, tu peux lui dire ce que tu veux, la personne, elle pensera pas comme toi, en fait. Mhm. Vous n'êtes pas dans le même truc. Donc, la meilleure façon de faire, c'est d'être avec la personne, dans la compréhension et dans l'accompagnement. Et dans le soutien même, voilà,
affective, sociale, et de veiller quand même à ce qu'elle reste en bonne santé. Bien sûr, on ne va pas l'encourager à ne plus s'alimenter, mais voilà, comme je disais, l'emmener chez un professionnel ou autre. Le but, c'est pas de la laisser non plus s'enfoncer dans son truc, c'est certain. Mhm. Ouais, l'environnement est extrêmement important. Et donc, l'environnement, tu as parlé des réseaux sociaux et de leur effet euh, Mm. parfois négatif sur ces comportements-là. Au sens large, quand je te dis réseaux sociaux, tu penses à quoi et comment est-ce que toi, tu essayes de les utiliser à bon escient? Je sais que tu as mis dans ta bio, à la fin de ta bio, accessoirement distributrice de Good Vibes. Je pense que c'est un point qui fait peut-être rigoler certains, mais qui est important dans le sens où je pense que ta façon d'aborder tous ces problèmes-là et ta façon de communiquer et de partager ces informations, elle est extrêmement positive. Et c'est peut-être quelque chose qu'on voudrait voir. Moi, j'aime bien voir ça sur les réseaux. Toi, quand on dit réseaux sociaux, à quoi tu penses et comment tu les utilises à bon escient? Bah, moi, je les utilise. Alors, personnellement, par exemple, les comptes que je suis, euh, soit c'est des comptes alors, qui vont me faire rire, donc qui vont m'apporter un peu de bonne humeur, mais principalement des comptes, je vais dire formateurs, mais où je vais apprendre des choses en fait. Mhm, Soit je vais apprendre, soit je vais dire, je vais me remettre en question sur un truc. Et il y en a énormément qui fleurissent sur Instagram, mais dans tous les domaines, hein. mhm, Soit dans le sport, que ce soit chez les kinés, que ce soit les ostéos. Franchement, je dis pas que vous pouvez faire une formation sur Instagram, mais il y a énormément de choses intéressantes à voir et je trouve que ça, c'est une très bonne façon de l'utiliser. mhm, Et après, c'est le partage social, les good vibes, quoi. Donc, moi, je mets un point d'honneur là-dessus à me dire, bah, il faut que la personne, quand elle va sur mon compte, elle rigole au moins une fois, tu vois. Elle rigole au moins. Moi, le but, c'est que chaque personne rigole au moins une fois par jour. C'est la prescription médicale que je fais à chacun de mes coachés, quoi. mhm, mhm, C'est un truc hyper important. Après, bien sûr qu'il y a un mauvais côté. Et je pense que c'est important de temps en temps d'aller dans ces abonnements et faire le tri. mhm, Des personnes, soit ben, je les suis, soit ça sert à rien que je les suive, soit parce qu'ils postent rien, soit parce que ben, je sens que ça me met dans un mauvais mood, je me compare à cette personne ou quoi que ce soit. mhm. De temps en temps, faire un tri comme ça, c'est même s'il vous reste que 10 personnes, et alors on s'en fout, quoi. Tu vois, c'est pas plus mal. Ouais. C'est ne pas suivre une personne pour la suivre. Je pense suivre une personne parce que ben, soit elle nous apprend quelque chose, soit elle nous transmet quelque chose, soit les deux d'ailleurs. Et soit on sait que ben, quand on va faire un petit tour sur son compte, ben, on va être de bonne humeur, quoi. Et pour ceux qui seraient peut-être, on va dire, accros à certaines images, que ce soit corporelles, dans le sens, j'ai envie de ressembler à cette personne, donc je vais essayer de tout faire, et comme tu as dit, qui mène certainement à certains troubles du comportement alimentaire pour ces personnes-là qui en gros, ont malheureusement peut-être une relation négative avec ces réseaux sociaux. Comment est-ce que tu leur conseilles d'aborder ce problème-là? Le conseil radical, c'est de s'enlever, en fait, de s'enlever. Parce que bon, même si tu suis plus les personnes, tu peux toujours aller voir. Il y a toujours ce petit truc qui va faire qu'elle va quand même vouloir aller voir. Donc, la solution radicale, c'est de s'y enlever. Parce que je dis ça parce que quand tu essaies d'expliquer à la personne qu'il y a beaucoup de choses fausses, et même quand tu lui prouves, etc., Mhm, elle trouvera toujours un moyen de se conforter dans. Parce qu'en fait, c'est des croyances pour elle. C'est des croyances qu'elle a et pour elle, c'est une certitude, c'est vrai, c'est comme ça et tout. Donc, c'est très difficile à remettre en question. mhm, Mais c'est bien de faire douter parce que c'est comme ça qu'après, elle peut remettre en question un petit peu ses croyances. Mais peut-être d'essayer déjà de faire douter la personne, de voir comment ça se passe. Puis sinon, la solution radicale, c'est vraiment de s'enlever temporairement, hein. Après, elle peut y revenir quand ça va mieux. Je te mhm, dis, j'ai reçu beaucoup de messages dernièrement de personnes qui ont fait ça, hein. S'enlever temporairement et là, elles reviennent tranquilles. Et puis, elles suivent, tu regardes, elles suivent très peu de personnes. Puis tu vois que c'est pas des personnes auxquelles elles peuvent se comparer, etc. Parce que c'est un cheminement après, hein. Tu peux pas du jour au lendemain, ce que tu crois être la vérité, tu peux pas du jour au lendemain te dire, bon, bah, en fait, c'est du fake. mhm. C'est compliqué. Donc, ouais, ça serait ça. Tu as parlé de remettre en question ses croyances. Comment est-ce que toi, tu remets en question tes croyances? Alors, moi, toute seule, je le fais pas. Enfin, si, j'essaye de le faire moi toute seule, mais en fait, c'est par le doute. Donc, c'est Mhm, soit quelqu'un qui va me faire douter, soit c'est moi, en me posant des questions, je vais réussir à me faire douter. C'est difficile de changer des croyances limitantes. mhm, On peut les faire douter. Parce qu'après, elles sont limitantes, mais des fois, elles peuvent nous aider, tu vois. On a une croyance limitante sur un aspect de notre vie, mais des fois, elles peuvent nous mettre un petit coup de pied au cul pour qu'on agisse, tu vois. Tu peux donner peut-être un exemple pratique ou concret de cette idée-là? Bah, je suis nulle.
je suis nulle, par exemple, bah, on va se dire: «Bah, ça, c'est vraiment une croyance limitante, quoi, il faut l'éliminer». Bah, non, Mhm. des fois, je suis nulle, il y a certaines personnes, je suis nulle, ça va les aider à se bouger. Ouais. Ouais, se dire: «Non, non, j'accepte pas ça. Je suis nulle, moi, allez, bouge-toi». Après, il est vrai que c'est une croyance en termes d'estime de soi qui est très, 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 très basse, Mhm. mais mais toutes les croyances qui sont limitantes ne le sont pas à 10 000 quoi. Il y a toujours Mhm. un petit côté qui va nous servir. Est-ce que tu as des manières préférées d'apprendre, que ce soit lire, écrire, écouter? Ça, c'est une bonne question parce que en fait, je fais les 3. Heu, je fais les 3. En fait, ça dépend des moments. Il y a des moments où j'ai bien aimé écouter, regarder, écouter ou lire. Je pense que j'ai pas de règle là-dessus. Là, la formation que je fais, enfin que j'ai fini maintenant en neurosciences, bah, il y a eu des cours en présentiel, il y a eu des Mhm. téléconférences, il y a eu des vidéos, il y a eu des lectures. Bah, pour moi, ça me va très bien. Il me faut le combo en fait, je crois. Ouais, il y a toutes ces façons différentes d'apprendre et après, il y a aussi l'interaction avec Mmh. les autres, cet échange, comme tu l'as Très mentionné important aussi. avant, qui Mmh. permet de faire avancer les idées. Moi, personnellement, c'est en échangeant avec les autres et en essayant Ouais, d'expliquer ce que je pense comprendre que je fais le plus de progrès parce que tu as ce feedback instantané déjà quand tu es en présentiel, surtout le ouais, regard des gens simplement, les traits du visage. Si tu dis quelque chose de travers, tu vas le voir très très vite sur c'est le visage clair. de la personne et peut-être tu vas essayer de reformuler ou remettre en question ce que tu viens de dire pour essayer de faire en sorte que le message passe comme tu le voulais. Donc c'est, comme tu l'as dit, je pense que c'est important d'avoir plusieurs façons d'aborder la chose pour faire en sorte qu'on Ouais, puisse tout à apprendre fait. de la meilleure façon possible. Tu as parlé de formation que tu offres. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Alors, il y a une formation sur la pleine conscience alimentaire. Donc ça consiste en fait à manger en pleine conscience. Non, pas seulement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, enfin la majorité d'entre nous même, par les téléphones, par les télés, par tout ça, on s'éloignait de plus en plus de nos sensations, que ce soit nos sensations de faim ou même des fois des signaux que notre corps nous envoie. Mhm. Et même que lorsqu'on mange, en fait, on se rend même plus compte qu'on mange. Donc, dit comme ça, on se dit bon ben c'est pas très grave. Sauf que le problème, c'est que par exemple, tu vas veiller à mettre des légumes, des choses, des trucs. Tu te dis ah c'est bien, des vitamines, des minéraux. Mais si tu manges en 3 secondes, que tu prends pas le temps de mâcher, Mhm. etc., il y a très peu de choses que ton corps va assimiler. Tu peux avoir même des problèmes digestifs. Beaucoup de personnes ont des problèmes digestifs pardon, à cause de ça. Tu as une sensation de satiété qui arrive moins vite, voire pas du tout. Donc, du coup, tu as tendance à manger plus aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, pourquoi le fait de, par exemple, perdre du poids ou simplement être en bonne santé ne résiderait pas dans le fait de notre conscience à manger, en fait. Mhm. Donc, c'est basé autour de ça. C'est sur 7 jours, en fait, 7 jours de vidéo, Mhm. des outils à mettre en place, des choses à mettre en place simples au quotidien pour manger plus en conscience, en fait. Et de voir que on est capable déjà, on est capable de le faire et que ça aide énormément pour la santé ou perdre du poids quand on en a besoin également. Après, j'ai la formation sur les troubles du comportement alimentaire Mhm. qui s'appelle Comprendre pour mieux agir. Donc, en aucun cas, elle remplace une thérapie, nous un médecin. D'ailleurs, je ne suis pas un médecin. Donc, c'est très important. En revanche, elle peut être complémentaire. Donc, ça va être vraiment comprendre son trouble à soi, d'où il vient, s'il y a plusieurs facteurs aussi, parce qu'il peut être multifactoriel. Mhm. Et qu'est-ce que je peux mettre en place? Des choses simples aussi, peut-être, pour avancer au mieux, selon ce que j'ai appris ou découvert. Et donc, processus de guérison. Voilà, en complément toujours. Mhm. Et après, j'ai un e-book qui s'appelle Le mini guide du métabolisme. Donc, ça reprend un petit peu beaucoup d'idées reçues aussi et quelques tips pour avoir un meilleur métabolisme, on va dire. Mhm. Certains aliments, une façon de s'entraîner, voilà. Et j'ai un e-book qui a été fait pour un spécial confinement, entraînement à la maison, sans matériel, avec ou sans matériel, et adapté à tous les niveaux. Voilà. Super, on peut retrouver ça où? Sur mon lien Podia, donc c'est claudiapersonneltrainer.podia.com. Super, le lien est dans la description en tout cas pour ceux et celles qui seraient intéressés. Je veux terminer avec quelques questions courtes pour toi. Claudia, Allez. tout d'abord, qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle, que ce soit dans l'entraînement, la nutrition ou autre?
Putain, qu'est-ce qui me... L'être humain, de manière générale, je crois. L'être humain, ouais. C'est ce qui me vient. Qu'est-ce que tu aimes voir le plus sur les réseaux ces jours-ci? Bah, des bonnes vibes, Qu'est-ce que, de la bonne humeur, ouais. qu'est-ce que tu aimes moins voir sur les réseaux? Euh, de la haine, de manière générale, ouais. Ouais, je suis avec toi. Un coach à suivre. Un ou une coach à suivre. Un coach à suivre, Gaëtan, Gaëtan coach, et une coach, tellement. Bah, Barbara, que tu as fait un podcast avec. C'est ça. Voilà, comme ça reprend. Barbara Barbara. Vilpinari. Un Ouais. podcast à écouter. Un podcast, et ben celui-là, forcément. Ah, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Ah, j'ai pas le droit. Non, c'est trop facile. C'est gentil, mais c'est trop facile. Biomécanique podcast. Ouais. Et Gaëtan aussi a un bon podcast, très bon podcast. Ouais. Ça tombe bien, j'interviewe Jérôme juste après toi. Bah voilà, tu vois, une belle transition. Le monde est petit. Claudia, où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux? Instagram et YouTube principalement. Super. Donc, les liens seront dans la description. Merci beaucoup d'être venu sur le Génial. podcast aujourd'hui. Merci à toi, c'était super intéressant. Bon, écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir. Merci à tous ceux et celles qui ont écouté. Donc, oublie pas d'aller suivre Claudia sur Instagram. Va aussi jeter un œil sur sa chaîne YouTube. Plein de très, très bonnes vidéos. Donc, comme j'ai dit, les liens sont dans la description. Et pour terminer, je veux juste remercier notre sponsor. Tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois. À bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao.